Bonsoir mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir. Le CCAS a le plaisir de vous proposer la dernière conférence 2014 de son cycle annuel. Je vous rappelle que les premières conférences ont commencé en 2012. Ce soir, la thématique est celle du maintien à domicile, qui est une problématique importante au quotidien pour de nombreux aidants. Parmi vous ce soir, des aidants professionnels, des aidants familiaux, des étudiants, des enseignants. L'objectif est de vous donner, comme le titre l'indique, les enjeux, les dispositifs. Nous avons ce soir deux professionnels que je vais vous présenter. Il ne faudra pas hésiter à échanger, à poser des questions. Et voilà, pour tout ce qui se rapporte au soutien aux aidants, ne pas hésiter à contacter le CCAS de Nouméa qui peut apporter des réponses dans la prise en charge des aidants avec des mesures qui peuvent aider au quotidien. Ce soir, l'intervention de Valérie Albert-Dunet, qui est donc gériatre au CHS et au pôle gérontologique de la province Sud. Elle est aussi responsable de l'équipe mobile gériatrique au CHT. Actuellement, avec Valérie Leclerc, la directrice du CCAS, elle pilote le schéma de prévention et de promotion de la santé de la personne âgée. Valérie a aussi exercé plus de 2 ans en province Nord. Donc c'est vrai qu'elle a un regard intéressant sur la problématique au niveau territorial. Isabelle Lecordier, qui est infirmière au pôle gérontologique, elle a disparu. Donc Isabelle a exercé un parcours assez varié puisqu'elle a exercé en centre hospitalier, ensuite elle a exercé en libéral, notamment sur Nouméa, le Grand Nouméa. Elle a aussi exercé des fonctions en tant que directrice de halte garderie sur Nouméa. Ensuite, elle a exercé à la DEPAS en dispensaire et depuis 2005, elle est infirmière coordinatrice au pôle gérontologique. Voilà. Donc je vais leur donner la parole. N'hésitez pas à intervenir. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Donc on va traiter ce PowerPoint en 2 parties. Donc moi je vais faire, je suis Dr Albert-Dunet, je vais faire donc plutôt le maintien à domicile, les enjeux. Je vais rester très global. Pourquoi on reste à domicile, donc avec vraiment un PowerPoint où on aimerait avoir des débats et des pistes de réflexion parce que voilà, on sent bien que le maintien à domicile, c'est une problématique que vous aidants, mais même les personnes âgées, on est en difficulté. Et après, Isabelle Lecordier parlera plutôt des dispositifs existants. Voilà. Et on aimerait vraiment qu'à l'issue de ce PowerPoint, on puisse débattre et on ne pourra pas tout traiter par rapport à ce grand chantier qui, à mon avis, doit être territorial. Alors, quelques chiffres avant en termes de maintien à domicile. Il y a eu une enquête qui a été réalisée en province Sud en 2012 avec la restitution des résultats en novembre 2013 sur les personnes âgées de plus de 65 ans en province Sud qui sont restées à domicile. Donc cette enquête excluait les personnes qui étaient en maison de retraite. Cela recensait à peu près 16 702 individus sur 12 456 logements. Donc comme je vous le disais, uniquement des personnes âgées à domicile, des plus de 65 ans. Cette enquête, en fait, elle avait comme principal objectif de comparer une enquête qui avait été déjà réalisée en 1999 sur l'ensemble de la province Sud et qui avait permis de mettre en place un schéma gérontologique en 2001 et de comparer par rapport à celle de 2012 et effectivement de voir s'il y avait des modifications, des changements, des variations. Donc moi je vais vous livrer quelques résultats. L'enquête fait à peu près 350 pages, donc c'est vrai qu'après ça pourrait être l'objet d'une autre conférence parce que cette enquête est vraiment intéressante. Et je me permets de dire aussi, vous pouvez aller sur le site de l'ISEE, puisque ça a été fait en collaboration avec l'ISEE. Il y a, on va dire, une synthèse qui est disponible en ligne, voilà, si vous êtes intéressé. Alors, dans l'enquête, déjà, il faut savoir qu'en province Sud, les plus de 65 ans en 96 représentaient une personne sur
19 sur l'ensemble du territoire. En 99, 1 sur 17. En 2009, elle représente 1 sur 13. L'espérance de vie s'est allongée aussi. En province sud, elle est de 75,9 années chez l'homme et 81 ans chez la femme. Et l'ISEE projette pour 2030 une espérance de vie qui s'allonge encore plus à 78 ans chez l'homme et 84 ans chez la femme. Donc on va gagner 3 ans sur 15 ans, à peu près, ça, 25 ans 15 ans, en fait, d'espérance de vie. Donc l'espérance de vie, vous savez, c'est lié aussi à l'amélioration des soins que l'on peut prodiguer, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie et sanitaires de la personne. Et la projection ISEE aussi, suite à l'enquête, dit qu'en 2030, il y aura environ 61 500 personnes de plus de 65 ans, alors qu'en 2009, elles étaient 27 000, donc ce qui fait qu'on va doubler en termes de personnes âgées sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pour dire à quel point le vieillissement et les personnes âgées vont devenir une population qu'il va falloir faire attention et vraiment s'en préoccuper. C'est pour ça que c'est un enjeu qui va avoir plusieurs facettes, hein, je vais vous l'expliquer plus tard, mais on va vraiment dans le mur si on continue à ne pas voir que nos personnes âgées vieillissent et qu'elles sont présentes. Alors, l'enquête, donc, un peu plus dans le détail, sur 16 700 personnes, c'était une prédominance féminine avec 8 900 femmes et 7 770 hommes. On a vu qu'il y avait un exode des personnes âgées qui descendaient du sud rural, donc c'est-à-dire la Brousse, le nord de la province sud, sur le Grand Nouméa. On n'a pas détaillé si c'est lié aux soins, lié au rapprochement familial, mais dans ma pratique quotidienne, je le vois aussi notamment pour les gens des îles qui viennent dans le sud pour se faire soigner. Donc, du sud rural, vous voyez, il y a 10,6% en 2012, alors qu'ils étaient 13% en 1999. 31% sur le Grand Nouméa, alors qu'ils étaient 27,75% en 99. Donc, c'est vraiment des populations du sud rural qui viennent sur le Grand Nouméa, parce que, en fait, en termes de pourcentage, sur Nouméa, le pourcentage est le même. Alors, l'enquête a montré aussi un isolement plus prégnant au niveau des personnes âgées, avec surtout des personnes veuves, ou célibataires divorcés, avec une augmentation des chiffres, hein, puisqu'il y a 2 fois plus de veufs par rapport à 99, 3 fois plus de personnes divorcées et 2 fois plus de personnes célibataires qui n'ont pas d'enfants. Donc l'isolement reste aussi une priorité, hein, notamment chez les personnes âgées, parce qu'il va falloir rompre l'isolement. Je me permets de rajouter aussi que dans l'enquête, l'isolement ne veut pas dire forcément seul, à un endroit géographiquement. L'isolement peut être aussi un isolement parmi sa famille, et même si elle n'est pas seule à domicile. Elle peut se sentir seule parce que personne ne s'occupe d'eux, ou la journée, ils sont au travail et personne ne s'occupe d'eux. Ça peut être aussi ça, l'isolement, qui ressort de l'enquête. La question, c'était, vous sentez-vous isolé? Voilà, ce n'était pas forcément géographiquement. Sur les 12 456 logements, on se rend compte qu'il y a aussi un pouvoir d'achat des seniors, maintenant il y a 2 fois plus de retraités, donc avec toutes les problématiques inhérentes. Donc il y en avait 13 823 en 2012 versus 5 212 en 1999. Il y a moins de non-retraités, hein, puisqu'ils sont à 2 879. Et ce qu'on a pu constater aussi en 2012, c'est que maintenant, il y a des retraités qui maintiennent une activité professionnelle, alors qu'avant, ils ne la gardaient pas. Il faut dire aussi que l'enquête a été réalisée avant la mise en place du minimum vieillesse et du complément retraite. Donc, du coup, ça excluait aussi des tranches de la population. Les personnes âgées sont bien couvertes, puisque la protection, que ce soit la CAFAT, l'aide médicale, maintenant couvre 99,92% des personnes de plus de 65 ans à domicile. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils ont une consultation médicale dans 95% des cas, où ils vont voir le médecin généraliste. Ça ne veut pas forcément dire que le médecin généraliste va chez eux. 73% vivent dans des maisons individuelles et 26% dans des appartements.
Et 78% sont propriétaires. Comment ? C'est sur déclaration des personnes. Ouais. Comme l'ISEE et comme le recensement de la population. Donc ils sont quand même propriétaires. Après c'est vrai qu'en brousse, ils sont quasi tous propriétaires. Le recensement a été fait aussi dans les tribus, hein, où ils sont propriétaires. 48% des logements ont des escaliers. Donc ce qui est quand même important, ça veut dire que un peu moins d'une personne sur deux a des difficultés d'accessibilité pour aller chez lui. Donc ça c'est un problème pour le maintien à domicile, les escaliers. L'attachement au logement est important. L'enquête sur les 12 000, à peu près 12 000 ménages, 9 907 ont estimé que les travaux étaient nécessaires pour faire des travaux chez eux, mais seulement un tiers ont effectué des démarches. Donc ça montre bien qu'en fait, ils savent qu'il y a des difficultés, qu'ils ont des travaux à réaliser chez eux, peut-être les escaliers, la baignoire, la douche, mais en fait, ils ne font pas les travaux. Alors, on n'a pas non plus toutes les solutions, c'est pour ça qu'on parlera après des dispositifs, mais finalement, un tiers seulement font des travaux, alors qu'ils ne sont pas dans l'anticipation, mais peut-être c'est au niveau financier. 40% vivent au moins depuis 30 ans au même endroit, et 41% vivent depuis plus de 30 ans au même endroit. Donc ce qui veut bien dire que ces personnes âgées sont assez sédentaires et restent au même endroit dans la même habitation. Ils sont très attachés à leur logement puisque 95% des ménages ne veulent pas quitter leur logement et sont attachés à leur domicile. Et c'est un chiffre important, 1,31% seulement des ménages expriment leur souhait de leur libre choix d'entrer en maison de retraite. Donc, c'est pour dire à quel point le maintien à domicile est important, que le maintien à domicile est un choix de vie de nos seniors et qu'il faut le respecter le plus longtemps possible. Je le dis ça en tant que médecin, parce que parfois, en tant que médecin, on a un mauvais comportement de pouvoir imposer des choix à nos patients, alors la facilité fait qu'ils iraient en maison de retraite. Mais je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au choix de la personne. Et dans les ménages qui ont été interrogés, beaucoup ont exprimé en fait leur souhait d'aller on dit qu'ils iraient éventuellement en maison de retraite seulement s'ils étaient malades ou dépendants en fait. Si le maintien à domicile n'était plus possible. En fait, c'est ça. C'est quand c'est vraiment plus possible. Quand c'est plus possible. Ils se résignent. En termes d'aide humaine, puisque à domicile, quand la personne devient dépendant, il a besoin qu'on l'aide dans les actes de la vie quotidienne. L'enquête a montré que le principal aidant était d'abord le conjoint, donc souvent l'épouse, et ensuite, vu que l'espérance de vie des hommes est plus faible que celle des femmes, la dame devient veuve, et souvent ce sont les enfants qui prennent le relais. Bon, après, il peut y avoir des exceptions, mais en termes de pourcentage, c'est ce qui a été rapporté. 16% des personnes âgées ont des employés de maison qu'ils financent. On a vu la professionnalisation des auxiliaires de vie de plus en plus. 7% affirment avoir un infirmier. Moi, ça me paraît pas énorme. Ouais. Mais bon, 7% l'ont affirmé. Sur le volet médical, il y a eu certaines données dont on a, donc dans le groupe de travail qu'on a mené, on n'a pas forcément tenu compte parce que c'est sur du déclaratif où effectivement 7%, moi ça me paraît pas beaucoup. C'est comme sur les aides à domicile, je me souviens plus le chiffre, Amélie, mais il y avait l'air peut-être que 10% des gens qui avaient des auxiliaires de vie, ce qui était quand même pas très juste. 9 personnes âgées sur 12 ont une déficience connue. L'enquête a montré une désolidarisation vis-à-vis de la famille, en fait, par rapport notamment aux soins d'hygiène qui sont prodigués par pudeur, ou alors les belles filles, surtout au niveau coutumier, qui ne voulaient pas parfois faire la toilette de leur beau-père ou de leur belle-mère. Donc du coup, parfois, ils relaissent ça à des professionnels. Donc c'est d'abord la toilette. L'aide au repas reste quand même quelque chose que la famille réalise elle-même. L'enquête a montré aussi qu'il y a de moins en moins de liens sociaux. Les personnes âgées restent sédentaires et on s'est rendu compte qu'un homme sur 5, voire une femme sur 4, ne rendent pas visite à autrui en fait. Ils ne vont pas voir leur famille. Ils attendent que ce soit les familles qui les rendent visite, mais eux ne sortent pas de chez eux.
Donc c'est encore une cause d'isolement. Et le voisinage aussi s'est étoffé, puisque maintenant, notamment en milieu urbain, les voisins ne sont plus des systèmes d'alerte où il n'y a plus cette prévoyance et cette bienveillance vis-à-vis du voisinage. Voilà. Alors, après cette enquête, je pense que c'est important que, effectivement, le maintien à domicile, comme vous le voyez, a de multiples enjeux, qu'ils soient humains, économiques, financiers, en termes de logement, en termes sanitaires, urbains, au niveau de la sécurité aussi de la personne, mais surtout un enjeu politique qui, à mon avis, doit amener à un débat, d'autant que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Au niveau humain, le maintien à domicile est primordial car on doit respecter le bien-être de la personne et son choix de vie, même si l'on n'est pas forcément d'accord en tant que soignant ou en tant que famille par rapport au choix de la personne, c'est parfois difficile, mais si la personne veut rentrer chez elle ou rester chez elle, je crois qu'il faut essayer de l'accompagner du mieux possible. La difficulté, c'est quand ils ont des troubles de la mémoire, qu'ils ont effectivement des démences ou des maladies, des oublis, où là, on peut se poser la question, est-ce que le maintien à domicile reste sécurisant? Parce que il faut allier quand même maintien à domicile avec la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité assurée au domicile, là, on peut se poser la question, effectivement, de soit de renforcer avec des aides à domicile ou des aides techniques, du matériel, mais sinon, effectivement, ça peut être une pension de famille ou la maison de retraite. C'est un enjeu humain parce que si le bien-être, enfin, le fait de rester à domicile permet de ne pas glisser et de devenir dépressif, parce que quand on les voit qui sont à l'hôpital pendant de nombreuses semaines ou des mois, ils ont plus le moral, ça les déconditionne, ils perdent de l'autonomie. Le maintien à domicile, leur domicile, c'est aussi plusieurs années où ils ont accumulé des souvenirs. C'est sécurisant, ça les rassure parce que c'est leur repère qu'ils ont construit au fur et à mesure de leur vie. Ils ont leur jardin secret, tous ces souvenirs accumulés et construits qui font que chez eux, en fait, même quand on les change et qu'on les met à l'hôpital, on voit qu'ils ont perdu leur repère. Donc c'est pour ça que le maintien à domicile est à mon avis, primordial, parce que c'est ce qui permettra de limiter la confusion aussi pour nos personnes âgées. Reste, comme je vous disais, la problématique de l'isolement quand une personne devient veuve ou divorcée ou sans enfant, parce qu'il y a aussi des couples qui sont célibataires sans enfants ou divorcés sans enfants. Ou alors il y a des couples qui sont en conflit. On a de plus en plus de familles où effectivement les enfants ne viennent plus leur rendre visite ou ne s'en occupent plus pour plusieurs raisons. Une personne âgée, c'est aussi une accumulation d'expériences de vie et qu'elle a pu réaliser, des erreurs. Parfois, il y a des personnes âgées qui font le vide autour d'elles. Et bon, voilà, mais il faut aussi faire avec. C'est pas toujours évident. Alors, en termes d'isolement, il existe des associations, je pense, pour rompre l'isolement que vous connaissez tous. Il y a la CAPA, il y a les fils d'argent, les associations, toutes les activités que le CCAS met en place au niveau des maisons municipales. Ensuite, sur le reste de la brousse, il y a certaines communes aussi qui ont leur propre association, celle du Mont d'Or, celle de l'île des Pins. Mais c'est vrai que ça reste plus à la marge. Il y a moins le choix que c'est sûr. Les associations où les seniors se rencontrent, c'est pas évident. Il y a des communes qui n'ont pas non plus de CCAS ou d'organisme social pour permettre de rassembler les seniors de la commune et leur permettre de partager un repas partage, par exemple. Il y a le CCAS du Mont d'Or, mais même celui de Nouméa, qui organise des clubs informatiques, justement, pour ça. De plus en plus de seniors sont en demande pour savoir utiliser Internet, parce que maintenant, leurs enfants, petits-enfants sont hors territoire, et ils ont besoin de garder le contact avec eux. Il y a de plus en plus d'associations culturelles. Alors moi, je suis originaire de Lifou, et c'est vrai que je vois beaucoup des gens de Lifou qui sont seuls en fait et qui aimeraient bien rencontrer d'autres gens de Lifou sur Nouméa, mais en fait ça n'existe pas en fait ces rencontres. Alors ça pourrait être un peu ethnique, mais d'un autre côté ça permet de reparler dans la langue, de créer des activités culturelles, de tressage, des choses comme ça qui pourraient à mon avis être intéressantes. Alors il y a des bingos aussi qui permettent de rassembler, il y a des bingos sauvages aussi.
Dans le groupe de travail que l'on a mené, on avait des difficultés à recenser toutes les associations qui existent avec leur fréquence pour que le grand public puisse s'y retrouver. Parce qu'en fait, on ne sait pas toujours ce qui existe. Le CCAS organise des choses, mais l'autre CCAS aussi, et en fait, on ne sait pas à quelle fréquence et on ne sait pas vers qui s'adresser. Donc c'est vrai que je pense que ça, c'est un enjeu aussi important pour limiter l'isolement, c'est de savoir où se passent les choses. Il y a aussi un accueil de jour qui s'est créé au centre Trubert avec l'association France Alzheimer pour les patients Alzheimer et avec la Croix-Rouge. Et effectivement, cet accueil de jour fonctionne bien et il aide bien pour toutes les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. Ce serait intéressant qu'il y ait d'autres accueils de jour qui se créent et qui se multiplient sur l'ensemble de la brousse parce que ça permet aussi aux familles qui s'en occupent et aux aidants de pouvoir souffler la journée ou en demi-journée et leur permettre de pouvoir faire d'autres activités. Et dans cet accueil de jour, qui est thérapeutique, où on leur propose des activités qui vont permettre de les stimuler, eh bien, il remporte un franc succès. Et je déplore qu'il n'y en ait qu'un seul. Et il manque aussi, à mon avis, des accueils de nuit pour les aidants, pour qu'ils puissent se reposer. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un a une démence et qu'il a une agressivité la nuit ou des troubles du comportement, eh bien, on ne peut pas prendre une auxiliaire de vie la nuit pour plein de raisons, de financement, disponibilité. Et donc, c'est sûr que les accueils de nuit manquent, au même titre que des accueils de week-end, parce que... avec les dossiers que l'on traite au pôle Géronto, je me rends bien compte que le week-end, c'est un problème. Le week-end n'est pas toujours couvert. Et parfois, les aidants travaillent. Ils ne sont tous pas le conjoint, mais les enfants travaillent. Et du coup, ils mettent en place des aides à domicile la journée. Mais le week-end, ils sont obligés, ils ont déjà la fatigue de leur travail. Mais le week-end, ils rembrayent sur un autre emploi. Et je me permets aussi de dire que ça permet de prolonger le soutien familial. Parce qu'en fait... les familles sont disponibles pour leurs aînés, mais c'est vrai qu'à un moment donné, à force de tirer sur la corde, ils sont épuisés. Et après, une fois que c'est rompu, qu'ils ont lâché prise parce qu'ils ont été au bout, après, il y a une rupture. Alors que si on pouvait les soutenir justement avec soit ces accueils temporaires de nuit ou certains week-ends où ils peuvent souffler, ça pourrait prolonger en fait le soutien de la famille. Où justement ils se sentent soutenus, ils se disent bah oui on peut s'en occuper, mais voilà certains week-ends ils peuvent souffler. Et c'est des choses qui n'existent pas. Et on a beaucoup de demandes, par exemple, ils veulent partir une semaine en vacances ou un week-end. Hébergement temporaire. Voilà, ils veulent pas tout le temps, mais quand ils ont besoin. Et ça n'existe pas. On ne peut pas répondre à la demande. Alors pour rompre l'isolement, quelque chose aussi d'important, c'est le transport, parce que effectivement, il faut que nos personnes âgées puissent se déplacer quand ils veulent, où ils veulent, donc un transport adapté. Donc s'ils sont en canne, de pouvoir avoir des marches pas trop hautes ou alors plats. Les bus ne sont pas adaptés. Voilà, les bus ne sont pas adaptés, ça passe vite. Ou alors il faudrait mettre en place des navettes aussi. Il y a certaines communes qui mettent en place des navettes assez gratuites pour leurs seniors, avec des abribus aussi. Et moi je pose la question aussi de la conduite automobile, parce que ça effectivement pour moi c'est un grand débat, dans le sens où ça permet de maintenir à domicile les personnes et leur autonomie puisqu'ils peuvent conduire et véhiculer où ils veulent. Il faut savoir que notamment dans les maladies d'Alzheimer, la mémoire procédurale de la conduite automobile perdure pendant de nombreuses années, ça, il n'y a pas de souci, sauf qu'on n'a pas les réflexes que l'on a vis-à-vis d'un éventuel accident ou quand on doit prendre un rond-point. Et pour moi, c'est un débat, le maintien du permis de conduire, parce que on met quand même les personnes en face en danger. Mais à la fois, ça permet aussi à la personne âgée de rester à son domicile, d'avoir une autonomie, etc. Et d'un autre côté, on n'a pas non plus prévu davantage de voitures adaptées, par exemple, à des personnes qui sont handicapées ou dépendantes. Enfin, ça existe, mais pas pour toutes les personnes. Pour toutes les bourses, surtout. Pour toutes les bourses. Après, je pense que ça existe, mais ça doit être un peu le parcours du combattant pour avoir toutes les aides. Alors, autre enjeu, c'est un enjeu, le maintien à domicile, c'est aussi un enjeu économique, puisque c'est pourvoyeur d'emploi.
depuis de nombreuses années, on a vu des services d'aide à la personne qui fleurissent. Ça a permis de stabiliser aussi et de limiter l'exode vers Nouméa, de créer des emplois en tribu ou dans certaines zones où il n'y avait pas d'emploi. Et c'est vrai qu'on voit notamment, hier j'étais à Bourail, des aides à domicile qui restent sur Bourail et enfin surtout des femmes qui peuvent avoir une autonomie financière, qui peuvent s'occuper de leurs aînés parce qu'en plus elles aiment ça, et pouvoir rester dans leur tribu. Donc ça c'est quand même important et c'est vrai que ça a promouvoir au même titre que les magasins de proximité, parce qu'on voit des supermarchés fleurir, mais une personne âgée qui n'a pas un magasin de proximité, qui n'a pas de voiture, voilà, donc ça c'est pareil, avec des prix aussi compétitifs. C'est un enjeu financier, parce que le maintien à domicile, je ne vais pas en parler, je laisserai Isabelle en parler, c'est un coût financier, notamment au niveau des services d'aide à domicile. Dans les services d'aide, dans les aides humaines, donc il y a 4 types d'emplois, en fait. Il y a les dames patentées que vous pouvez prendre, qui ont une patente et que vous financez avec une facture. Ensuite, il y a les services d'aide à domicile comme la SAMAG, MAD Assistance, enfin je les nomme comme ça, mais donc ils font soin à un service, des sociétés privées, c'est mieux. Prestataires. Donc ils sont prestataires avec une association, avec un staff, une direction, etc. Et ils emploient eux-mêmes donc leurs aides à domicile. Donc du coup la personne âgée est client. Il y a ensuite le mandataire, où certaines associations le font, où effectivement, mais là vous pouvez me redire, parce que peut-être que je me trompe, où certaines associations en fait font les démarches administratives, mais la personne âgée reste l'employeur. Et il y a l'emploi direct en fait, où c'est plutôt de la personne âgée à l'auxiliaire de vie qui établit un contrat et la personne âgée et l'employeur. Voilà, je ne me suis pas trompée, c'est ça ? Et donc, en fait, il y a différents types pour financer les aides à domicile. Et donc, ça a forcément un coût. Et le coût est variable en fonction des services que vous demandez. Voilà. Alors, le maintien à domicile, donc après tout ce qui était aide humaine, c'est un enjeu surtout au niveau du logement, à mon avis, parce que si on n'adapte pas son logement, nous on l'a vu, je le vois souvent à l'hôpital, comme je vous ai dit dans l'enquête, moins d'une personne sur deux a des escaliers chez elle. Et c'est vrai que si l'adaptation du logement n'est pas réalisée, quand la personne devient dépendante et qu'elle est en fauteuil roulant ou avec un déambulateur, monter des escaliers ou avoir une marche dans la douche, ça devient difficile, ou une baignoire. Donc en fait, l'adaptation du logement peut se faire avec l'OPAL s'ils sont propriétaires. S'ils sont locataires, je ne crois pas. Il faut voir avec le propriétaire. Une déduction fiscale peut être réalisée pour ces travaux. Il y a des bailleurs sociaux qui s'y mettent. Dans le groupe de travail, Semallo disait qu'ils avaient commencé à travailler sur les sanitaires, en fait. Mais effectivement, tout ce qui est escalier extérieur, ça coûte trop cher. Alors, c'est bien, à mon sens, de prendre avis auprès des ergothérapeutes si vous avez des difficultés par rapport à chez vous. Par rapport à votre douche, s'il y a une margelle, élargir les portes, il faut qu'elles soient à plus de 90 cm. Il faut bannir les baignoires. Après, sur les escaliers, peut-être mettre des rampes. Dans les couloirs, si la personne a des difficultés pour marcher, mettre aussi des rampes. Au niveau des WC, on peut mettre aussi des rampes pour se relever. Il peut y avoir aussi des réhausseurs, mais ça, c'est plutôt dans les aides techniques. Voilà. Après, il y a en Brousse, surtout, on a vu que les sanitaires posaient souci. Souvent, c'est des douches au tuyau ou des WC extérieurs. Ou pas de WC. Donc du coup, il y a l'OPAL qui met en place des blocs sanitaires extérieurs, mais il faut que les blocs sanitaires soient vraiment à côté de la maison. Parce que j'ai déjà vu des blocs sanitaires loin, il n'y a pas de rampe d'accès, de dalle coulée pour aller au niveau du bloc sanitaire, ça ne sert à rien. À mon avis, la politique logement, elle doit aussi être pensée sur une personne qui va vieillir. Parce que la personne, elle vient dans un logement, mais elle va vieillir dans son logement, elle ne va pas quitter son logement. Je fais un remake par rapport à l'enquête, où la personne reste dans son domicile. Donc je pense qu'il faut, c'est vrai que ça a un coût,
Donc vous les aidants, vous pouvez essayer de faire en sorte qu'ils participent aux travaux et qu'ils fassent les travaux, parce que nous on se rend compte sur le terrain que c'est souvent des problèmes d'accessibilité. Le maintien à domicile, c'est aussi un enjeu sanitaire très important. Nous avons des difficultés par rapport notamment aux personnes qui sont dépendantes de trouver des infirmiers qui puissent assurer des soins de nursing 2 à 3 fois par jour. Sur certaines zones, notamment en brousse, c'est difficile de pouvoir les assurer. Alors je pose la question, je suis encore désolée, du SIAD, mais pour moi le service de soins infirmiers à domicile est quelque chose qui devrait être réfléchi. Au même titre que, de toute façon, il y a une réflexion en ce moment sur l'hospitalisation à domicile, parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas rester à l'hôpital et qui voudraient rentrer chez eux, mais on n'a pas les moyens humains et sanitaires de pouvoir permettre à ce que des infirmiers puissent se déplacer. Les infirmiers libéraux sont bookés, ils ont un quota, et du coup, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas toujours prodiguer certains actes comme ils aimeraient le faire. Donc c'est un vrai débat. C'est un vrai débat aussi parce que les auxiliaires de vie, on leur demande, il y a des glissements de tâches, on demande aux auxiliaires de vie parfois de faire des toilettes. Je pense qu'elles peuvent aider à la toilette, mais les auxiliaires de vie ne peuvent pas faire toutes les toilettes. Voilà, donc il y a une réflexion à mon avis qui doit se mettre en place. Après, sur le sanitaire, donc là, le matériel médicalisé, c'est plus facile à avoir. Hein. Il suffit de demander à votre docteur pour avoir une ordonnance pour tout ce qui est lit médicalisé, électrique, en sachant que la CAFAT le permet seulement pour 5 ans. Donc voilà, donc c'est meilleur électrique à hauteur variable, mais là c'est pareil, il faut avoir l'électricité. Un fauteuil roulant adapté, donc là je réinsiste sur la nécessité des ergothérapeutes, parce que souvent les médecins prescrivent des fauteuils roulants standards, mais on n'a pas pris les mesures au niveau des 2 hanches en fait, et de l'assise et des longueurs de jambes. Un fauteuil roulant, c'est pas un fauteuil roulant standard, il est vraiment adapté à la personne et à ses mensurations. Ça peut même être pire, puisque si le fauteuil n'est pas adapté, il peut faire développer des escarres. Voilà. La chaise percée, hein, donc ça c'est un outil qui est indispensable quand la personne devient dépendante, notamment pour les infirmiers à domicile. Alors où effectivement on peut les mettre sur les chaises percées et ensuite on les amène à la douche, donc c'est plus facile. Idéalement, moi j'aimerais énormément qu'il y ait une réflexion qui soit menée aussi sur les visites à domicile au niveau des médecins. Je me suis renseignée auprès de la CAFAT et en fait, sur l'ensemble du territoire, il y a seulement eu 16 000 visites à domicile sur l'année. Je pense que cette réflexion doit être menée parce qu'une personne qui devient dépendante, comment fait-elle pour aller voir son médecin ? Je me rends compte de plus en plus que ce sont les infirmiers libéraux qui servent d'intermédiaires en fait envers les médecins généralistes. Les médecins généralistes ne sont pas très disponibles et n'ont pas toujours le temps de se déplacer. Donc c'est vrai que c'est au même titre que les infirmiers libéraux. Je pense que c'est aussi une question à débattre parce que il faudra aller voir nos malades, nos personnes âgées à domicile. Alors si on ne peut pas, peut-être qu'il faut que ce soit relayé par les dispensaires, je ne sais pas. En brousse, c'est comme ça que ça s'organise. Et si les médecins ne peuvent pas se déplacer, et bien dans ces cas-là, qu'on puisse mettre un transport sanitaire peut-être pour ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, dépendant pour aller consulter leur médecin traitant. Hier, j'ai vu une dame à Gourail, elle habite à 30 km du village, avec une piste pour y accéder, et elle demande à aller en maison de retraite parce que son médecin traitant ne vient pas la voir. Donc je trouve que c'est cher payé en termes de choix de vie. Effectivement, peut-être que ce serait intéressant de voir si on pourrait demander, je ne sais pas, une entente préalable pour un transport pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour aller voir leur docteur. Parce que le transport est remboursé pour aller voir les spécialistes, malheureusement. C'est un enjeu aussi urbain, le maintien à domicile. Alors, est-ce qu'il doit être d'ordre des communes, des provinces, du gouvernement, du territoire ?
En tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait des trottoirs qui soient adaptés avec des rampes d'accès. Parfois, il n'y a même pas de trottoir, c'est de l'herbe, donc c'est pas toujours évident si on est en fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer. Et là, je fais un feedback aussi même vis-à-vis des jeunes mamans qui ont des poussettes et qui ne peuvent pas promener leurs enfants. Donc cet aménagement peut être fait aussi pour des jeunes. Les passages protégés, parce que on se rend compte que les passages protégés pour déficients visuels et auditifs avec le signal sonore, c'est quand même important. Et il y a encore certains endroits où pour les personnes âgées qui n'entendent pas, hein, je rappelle qu'en vieillissant, on entend de moins en moins bien et on voit de moins en moins bien. Donc c'est vrai que c'est important qu'il y ait des rappels sonores et visuels pour que effectivement les personnes puissent passer tranquillement sans... avec un délai aussi important et pas que ce soit trop rapide. L'idéal serait qu'il y ait des ascenseurs aussi dans les immeubles, qu'il y ait des services de proximité, comme je le disais, des transports adaptés et surtout des espaces publics conviviaux, des bancs, des WC publics, parce que encore dimanche, j'étais à Pierre-Vernier et à Lansvata, toutes les toilettes publiques étaient fermées. Comment voulez-vous qu'une personne âgée qui est un déambulateur ou qui marche, qui a besoin d'aller se promener, va aux toilettes? Eh bien, il met une couche. Voilà. Je sais pas. Alors moi, ça me pose question. Et voilà, mettre en place des parcours de santé. Alors c'est un enjeu sécuritaire aussi, le maintien à domicile, une sécurité, comme je vous disais au début, qui doit être assurée. Alors souvent pour les familles, donc c'est la téléalarme, donc en cas de chute, ou alors des bracelets électroniques pour les personnes qui déambulent et qui fuguent. Une sécurité aussi au niveau des comptes, de la gestion des papiers avec des mesures de protection judiciaire. C'est important parce que en fait, les personnes âgées sont vulnérables. Elles peuvent être marchandées aussi avec des gens qui viennent à domicile pour leur dire qu'il faut faire des ravalements de façade ou même des ventes de livres, des aides humaines ou des ventes de livres. Voilà, ça peut être aussi en intrafamilial, hein, on peut aussi avoir des spoliations intrafamiliales, donc c'est vrai qu'il faut aussi assurer une sécurité des comptes. Je vois de plus en plus d'agressions à l'hôpital, de personnes âgées. Bon, vous avez vu dans le journal un monsieur qui était à Rivière-Salée en fauteuil roulant, qui s'est fait agresser. Moi j'ai vu un autre monsieur, on lui a fracturé le crâne, il était à Logicop par des homejacking. Donc je pense que moi ça me pose encore une fois question sur le respect de la personne âgée, le rôle de citoyen. Et effectivement, dans l'enquête aussi, les personnes ont demandé à ce qu'il y ait une lutte contre la délinquance, renforcer la sécurité dans les quartiers et les nuisances sonores parce que ça les insécurise en fait, les personnes âgées. Et du coup, suite à ces agressions, après, on en voit à l'hôpital qui arrive. Voilà, et bon, donc du coup, après, c'est vrai que je voulais revenir sur cette culture citoyenne qui, à mon sens, on a quand même dans notre culture le respect de la personne âgée. Alors, pourquoi on en arrive à ça? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place une culture citoyenne? Je ne sais pas. Voilà. Et enfin, pour moi, c'est un enjeu politique parce qu'il faut pouvoir anticiper et prévenir la dépendance. Il faut qu'avec l'avancée en âge, et quel que soit à tous les types d'âge, et pas seulement pour les jeunes, qu'on puisse faire des choses pour nos seniors, que les actions qui sont proposées au niveau de nos élus puissent être faites aussi, que ce soit pour les seniors, mais aussi pour les jeunes. Je vous parlais des trottoirs, mais ça peut être aussi pour des terrains de sport, pour les WC, voilà, il y a plein de choses. À mon avis, il faut coordonner aussi tout ce qui est secteur sanitaire et médico-sociaux. Pour ça, on en a longuement parlé dans notre groupe de travail. Et aussi, le gros enjeu, c'est de trouver des financements pour maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile. Bon, après les enjeux, je vais vous parler de ce qui existe, les dispositifs aujourd'hui. Donc, moi, je suis l'infirmière du pôle gérontologique, donc, qui concerne les personnes âgées de plus de 60 ans, ressortissants en province sud.
Donc le pôle gérontologique, en fait, c'est l'outil de l'instance de coordination gérontologique, qui est une association loi 1901. Donc on est situé juste dans l'immeuble à côté, on est voisins. On est ouvert au public, donc je le dis pour ceux qui ne nous connaissent pas, du lundi au vendredi, de 8h à midi, 11h30 et de 13h30 à 17h, sauf le vendredi. Voilà, où il y a un accueil avec un secrétariat pour les personnes qui veulent des renseignements. Donc en fait, on est un guichet unique donc, de la province sud. Pardon. Donc par délégation de compétences et par convention, on a tout ce qui concerne les problématiques des personnes âgées de 60 ans et plus. Donc c'est vrai que nous, on est uniquement pour les personnes de la province sud, mais c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont des îles, et ça nous arrive de plus en plus fréquemment, ou du nord, on ne les met pas à la porte, hein, on leur donne les renseignements. Par contre, on ne peut pas accompagner les démarches et le montage des dossiers, la constitution, présentation dans les commissions. Donc en fait, le guichet unique est là pour accueillir, écouter, informer, renseigner, aider dans les démarches administratives, mais surtout, avec toute l'équipe, on est là pour évaluer la situation médico-sociale. Donc fait partie Valérie, que ce soit à domicile, donc beaucoup à domicile, et à l'hôpital, puisqu'en fait on fait aussi partie de l'équipe mobile gériatrique où on va évaluer la situation des personnes âgées à l'hôpital. On travaille aussi avec le service social du CHT pour améliorer la sortie des personnes âgées, voilà, pour éviter la réhospitalisation et tout mettre en place. Donc après avoir fait l'évaluation, on propose on essaie de proposer des solutions et après d'élaborer les plans d'aide. Donc il y a une équipe pour vous accueillir, donc un secrétariat avec deux secrétaires, donc moi je suis l'infirmière, une assistante sociale, un médecin gériatre et on a aussi une psychologue pour faire compléter les évaluations. Donc en fait la personne âgée elle est au centre du dispositif, c'est ça qu'il faut comprendre, donc elle est la principale intéressée et en fait il y a tous ces partenaires et toutes ces personnes qui sont autour. Donc, que ce soit le médecin référent traitant, tous les paramédicaux, infirmières libérales, kinés, donc le pôle gérontologique si besoin, la famille, les services d'aide à la personne, tous les services sociaux, les CCAS, les mairies. Et en fait, parfois, donc c'est pour ça que j'ai fait ce schéma, parce qu'en fait, toutes les personnes, des fois, sont autour, et on essaye de faire du lien, de la coordination, mais ça part des fois un petit peu dans tous les sens, et la personne, elle est un petit peu perdue. Et c'est ça qu'il faut essayer de regrouper pour mutualiser et que ce soit au mieux utilisé. Moi, je vous ai fait un petit tableau sur la dépendance, parce qu'on en parle beaucoup. Des fois, les gens sont un peu perdus. Donc, avec la loi sur le handicap, le Conseil du handicap et de la dépendance, donc il y a la grille GIR, donc ISO ressources, sur laquelle ils sont basés. Donc, c'est international, en métropole, pour classifier la dépendance des personnes âgées. Donc on appelle ça donc le GIR, qui va de 1 à 6, sachant que le 6, c'est les personnes les plus autonomes, et plus on descend, plus on est dépendant, et voire donc après le 1, c'est les personnes grabataires. Donc je vous ai mis, pour dire 5-6, c'est les personnes où peut-être de temps en temps il y a besoin d'une aide à domicile pour les repas, pour le ménage, pour les courses. Ça donne une idée. Le GIR 3-4, c'est il y a besoin, mais c'est pas pour tout le temps. Ou alors ils peuvent faire des choses, mais ils ont quand même besoin d'une aide. Et le groupe 1-2, c'est important ou permanent. Donc soit c'est les grabataires lucides, les gens qui ont leur tête mais qui ne peuvent plus rien faire du tout, ou les déments déambulants. C'est-à-dire qu'ils circulent, ils marchent, ils mangent, mais ils n'ont plus du tout de leur tête, comme on dit. Donc voilà, on se base sur le groupe GIR pour l'évaluation médico-sociale qui permet de classifier la dépendance et après orienter pour les dossiers. Et on fait une évaluation des besoins avec la proposition des aides. Donc après, pour le maintien à domicile, comment organiser donc, son maintien à domicile? Je vais reprendre un petit peu ce que Valérie elle a développé globalement dans les enjeux au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il est possible d'aménager son domicile. Après, c'est toute une question de financement. Donc c'est ce qu'elle expliquait, la douche, les rampes et tout ça. Donc on propose
des aides. Après, les gens, soit ils ont les moyens de le financer, ou après, en fonction on parlera des aides, les possibilités d'aide financière. La mise en place du matériel, on en a parlé, donc c'est sur prescription médicale, avec un 100% obligatoire. La téléalarme, ça c'est pareil, c'est selon les critères de revenus. Assurer la mise en place donc, du passage des professionnels, parce que c'est vrai que souvent on a remarqué que les personnes sortent de l'hôpital, ils ont une panoplie d'ordonnances, d'enveloppes, mais ils ne savent pas quoi en faire, ou ils n'ont surtout pas ouvert parce que c'est pour le docteur. Et en fait, ils n'ont pas mis en place parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc après la sortie d'hospitalisation, on peut être amené à... L'hôpital aussi n'a pas mis en place. Oui, voilà. À faire des visites pour s'assurer que l'infirmière a bien été appelée. Parce que bon, quand ils en ont une avant, l'infirmière souvent appelle pour savoir si la personne est sortie. Mais s'ils n'en avaient pas avant, ils ne savent pas, il faut appeler, comment on l'a choisi. Donc après, on peut les accompagner pour ça, pour le kiné et tout ça. Les auxiliaires de vie, c'est pareil, c'est soumis aux critères de ressources. Donc les gens qui ont les moyens, après, ils prennent soit une salariée, comme a expliqué Valérie, ou après, ils prennent dans les listes des prestataires. Ou sinon, après, voilà, il faut faire le dossier, on va en parler après, dossier d'aide financière selon la dépendance. L'accueil de jour, les gens le connaissent trop peu, mais c'est vrai qu'il faut compter 7 000 francs par jour, donc hors repas. Donc c'est pareil, c'est aussi pour les personnes qui ont les moyens. Après, il faut passer par les dossiers d'aide. L'hébergement temporaire à Nouville, donc au centre de gérontologie clinique, ça passe par les médecins. Donc c'est le médecin qui peut éventuellement proposer pour soulager les familles, parce qu'on n'en a pas dans le privé, voilà, que pour l'unité Alzheimer. Et après, voilà, les transports, les activités, les sorties. Donc en fait, au pôle, on centralise les demandes au maximum. Donc on en a eu dans un peu plus de 1000 pour l'année 2013. Et toutes ne vont pas jusqu'à un dossier, une demande d'aide financière. Voilà, on en a eu à peu près 120, 130 pour l'année 2013 et 160 2012 et non 2014 et 160 pour l'année 2013. Et c'est vrai qu'on essaye d'avoir le maximum d'informations quand les gens viennent, en fonction des communes, en fonction de leur situation et de leurs demandes. On les oriente donc vers les CCAS, vers les associations, pour les répondre au mieux à leurs demandes. Voilà, donc les aides financières possibles pour tout ce qu'on a vu avant. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, pour les personnes les plus dépendantes qui sont classifiées GIR 1 à 4, ils peuvent constituer un dossier. Donc c'est un dispositif territorial. Donc nous, on s'occupe que des personnes du Sud, mais il est territorial. Donc après, c'est un dossier qui doit être constitué auprès des institutions compétentes, donc nous, le Sud, mais qui met un certain temps, on va dire, à se mettre en place et qui est soumis à critères de ressources. Tous les dossiers, ils ont une participation. C'est pas comme souvent les personnes le pensent, je suis CAFAT, je suis 100%. Et c'est pris en charge à 100%. C'est en fonction des revenus. Donc ils peuvent avoir une prise en charge totale ou une participation financière. Je voudrais juste rajouter qu'en province sud, c'est le pôle Géronto qui a la délégation de compétences, donc qui instruit les dossiers. Mais pour la province nord et la province île, ça reste la CRHD qui fait les dossiers. Nous, on s'occupe que des gens du Sud. Le FAS CAFAT, donc pour les retraités CAFAT, donc la CAFAT a un fonds d'action sociale uniquement pour les personnes qui ont cotisé et qui perçoivent une retraite. Et donc, comme le CHD s'occupe des GIR 1 à 4, la CAFAT peut éventuellement donner des aides, donc c'est soumis à critères de ressources aussi, un dossier constitué, pour les personnes 5 et 6. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont besoin quand même d'une aide à domicile. Donc les gens qui feront des services d'aide à domicile ce soir pourront confirmer. Il faut attendre qu'ils aient un GIR 4, qu'ils soient très dépendants pour qu'ils puissent bénéficier d'aide. Alors qu'avant, c'est vrai qu'ils sont peut-être autonomes pour se laver, pour les choses personnelles, mais ils vont mal manger parce que soit ils vont oublier, soit parce qu'ils ont des difficultés à se lever et à faire la cuisine debout parce qu'ils sont obligés de tenir la canne, mais ils ont toute leur tête et ils sont relativement autonomes. Et on peut, en mettant une aide à domicile pour les 5 et les 6, les maintenir plus longtemps
et éviter qu'ils se dégradent. Et souvent, on le voit, soit les gens, ils arrivent à le mettre en place parce qu'ils ont les moyens, mais quand on leur dit, bah oui, vous pouvez avoir une aide à domicile, mais parce que à cause des dossiers, on leur dit, bah, il y aura une participation, ou c'est tel prix, ils vont dire, bah non, j'ai pas les moyens, ou il veut pas, ou il trouve ça trop cher, ou voilà. Et en fait, on va attendre qu'il se dégrade, enfin, il va attendre, et puis bah, quand il va se retrouver à l'hôpital, il va être GIRCAD, donc là, on va faire le dossier. Et ce qui se trouve aussi, c'est que on l'a vu avec Valérie, c'est qu'on fait un dossier parce qu'il sort de l'hôpital, il est dépendant, donc il est GIRCAT. Le fait d'avoir une aide à domicile, eh ben, l'année qui va suivre, il va revenir plus autonome et retrouver une certaine autonomie. Donc il va basculer dans l'autre dépendance, donc GIR 5-6, et du coup il va perdre l'aide financière et du coup il va arrêter l'aide à domicile. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Du coup, il risque de reglisser vers la dépendance s'il n'est pas continué d'aider. Et donc c'est un peu ce qu'on voulait faire ressortir ce soir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... on est aujourd'hui dans la prise en charge de la dépendance et pas dans la prévention. Et en fait, il faudrait justement éviter que les gens se dégradent pour les maintenir le plus longtemps possible. La province Sud aussi, pour les ressortissants du minimum vieillesse 5 et 6, peuvent aussi aider pour payer l'aide à domicile, pour ceux qui ne rentrent pas dans les autres. On vous a fait un petit tableau pour vous donner une idée globale des différentes aides à l'heure d'aujourd'hui, ce qui existe et puis les délais avec le financement. Donc forcément, une aide à domicile, quand les gens ils ont pas besoin d'aide, ils le payent eux-mêmes. Bon, on a mis moins d'une semaine, c'est très facile. Soit on leur donne la liste, ils choisissent un prestataire de service, si c'est disponible, ou ils prennent une aide à domicile salariée ou patentée. Si l'aide à domicile, donc pour les personnes qui relèvent du GIR 1 à 4, il faut faire un dossier auprès du CHD, la CRHD. Et donc pour la province Sud, ce que disait Valérie, donc nous c'est 4 à 6 mois. Entre le moment où vous déposez le dossier et vous avez vraiment l'aide effective financière pour payer l'aide à domicile. Après, il faut compter 1 an à peu près si vous êtes du Nord ou des îles, 1 an et demi pour les autres bénéficiaires. Les aides à domicile 5 et 6, ça passe par les commissions CAFAT et Province Sud. Là, il y a une commission par mois, ça peut être très rapide. Donc voilà. Et puis après, il y a les CCAS qui peuvent éventuellement aider ponctuellement, soumis à critères de dossier et de ressources, bien sûr. La SAMAD, donc toutes les associations d'aide à domicile subventionnées par les provinces, la SAMAD, Bois-Noir, APAC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc tout le monde connaît la SAMAD, qui est Grand Nouméa. Les Bois Noirs, c'est le même système que la SAMAD, mais sur La Foi et Farino. Et la PAC, c'est aussi modèle à SAMAD sur l'île des Pins, qui a été mis en place il y a 1 ou 2 ans pour que les personnes de l'île des Pins puissent rester chez elles. L'accueil de jour, donc, qui existe au centre Édouard Trubert, mais il y a quelques structures, maisons de retraite, qui le font, comme Gabriella, Azur Santé. Après, il y en a d'autres, mais je ne risque plus, je ne sais pas s'ils le font toujours. Donc moins d'une semaine si c'est en autofinancement, parce que je pense qu'il y a des places assez rapidement disponibles. Par contre, bah voilà, c'est un dossier CRHD, il faut compter 4 à 6 mois. Les transports, donc pour les spécialistes, les médecins, donc, qui sont pris en charge sur leur 100%, c'est rapide puisque c'est pris sur la couverture sociale, soit CAFAT, soit aide médicale, donc après accord au contrôle médical. Si c'est un autre transport, donc comme tous les transports des personnes âgées, mes grands-parents, Bob, enfin vous avez dû en voir. Puis après maintenant il y en a toute une panoplie aussi qui s'est créée. Là c'est rapide si vous payez en autofinancement. Après vous passez 4 à 6 mois si vous passez par le dossier CRHD. Et ça ne prend pas en totalité le coût en fonction des revenus. Il peut y avoir une participation. Le matériel médicalisé, on en a parlé, ça peut être très rapide, sur prescription médicale avec accord d'entente préalable du contrôle médical. Infirmier, kiné, orthophoniste, c'est la même chose. L'ergothérapeute, ça peut être rapide aussi, mais il faut payer. Et pour l'instant, il n'y a aucun dispositif, donc un peu le CCAS, mais de Nouméa, donc, qui peut éventuellement le prendre en charge. Mais c'est pareil, c'est avec passage en commission et sur dossier. Oui, je vais le dire aussi pour la téléalarme aussi. Oui, madame. Oui, c'est en cours.
Téléassistance. Voilà, oui. Pareil. Oui. Ça va là, je vais y arriver. Ils sont en train d'étudier pour que ça rentre aussi. Donc voilà, l'ergothérapeute c'est du libéral. Donc il y a la téléalarme aussi qui c'est pas mal développé, où il y a un système d'alarme qui détecte les chutes aussi. Donc ce sont des sociétés privées d'alarme et de systèmes autres, ouais, voilà, comme le vol et tout ça, qui développent cette branche-là. Et donc là, c'est pareil. Soit c'est de l'autofinancement. Après, le CCAS de Nouméa donc, peut éventuellement le financer sous critères de ressources, avec un dossier constitué. Et la province Sud qui est en train aussi d'élargir pour que les personnes qui sont au minimum vieillesse, 5-6, voilà, autonomes, puissent bénéficier aussi de ces aides-là, puisqu'en fait, ça a quand même un coût. Aussi, voilà. Non, mais oui, c'est le but. Ouais. Quelquefois plus de 24. Oui, des fois plus. Oui, mais par exemple, en France, la téléalarme, elle est dans le dispositif APA. Ici, elle n'est pas dans le dispositif CRHD. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un... Là, vraiment, il faut y penser. Bon, Qui reste par terre, c'est pas acceptable. Surtout que déjà, il y a eu un progrès, puisque on ne l'a pas noté, mais la province Sud aussi a fait une convention avec l'OPT pour le Sociatel, c'est-à-dire a permis aux personnes qui sont minimum vieillesse de pouvoir bénéficier de la ligne téléphonique et de 2500 francs de communication. Après, tout ce qui est au-dessus, c'est à la charge de l'intéressé. Parce qu'en fait, la téléalarme, on était aussi confrontés à le fait qu'il fallait avoir une ligne téléphonique. Donc, si vous n'aviez pas le téléphone, vous pouviez de toute façon pas possible. Enfin, il y avait possibilité avec les mobilis et tout, mais bon, c'était hors de prix. Donc d'avoir une téléalarme. Donc on a commencé déjà par voir avec la province Sud. Donc là, ça fait quelques temps que ça existe. Donc les gens qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse peuvent bénéficier du Sociatel. Et maintenant, on est à la téléalarme. Donc s'ils peuvent en plus bénéficier de la téléalarme, ça sera parfait. Après, la téléalarme, ça a ses limites aussi. Hein. Si la personne oublie d'appuyer sur le détonateur... Elle ne sait pas à quoi ça... Détonateur, je suis un peu exagérée, mais elle n'est pas en mesure de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec. Donc, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Le reste accroché sur la potence du lit, comme c'est souvent. Du coup, on paye. C'est quand même 8 000 francs par mois. Hein, ouais, même plus. Voire même plus. La téléalarme. Avec les déplacements. Donc, du coup, il faut, pour 3 déplacements. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut que la personne soit éduquée aussi à appuyer sur le bouton. Ça peut être pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais ça peut permettre de rassurer aussi. Parce qu'en fait, il y a des familles qui se disent oui, mais et si, et si, et si. Et le fait d'avoir la téléalarme, elle se dit elle a les moyens d'appuyer, ça rassure. Voilà, ça peut être un moyen de... Après, c'est vrai qu'en Europe, on voit aussi tous les espaces domotiques. Hein. Maintenant, on met des caméras à l'intérieur des domiciles des personnes âgées et avec Internet, l'enfant ils le font déjà pour les bébés. Peut voir comment ça s'organise, si elle est tombée ou pas. Il y en a qui surveillent leur bébé à domicile. Vous n'avez pas vu ça? Constamment. Et l'aménagement du domicile, donc là, on en a parlé aussi. Donc il faut plusieurs mois, puisqu'en fait, pour la province Sud, il faut être propriétaire, il y a l'OPAL. Après, en brousse, il y a la SECAL. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont locataires, pour les bailleurs sociaux, faut faire une demande auprès de la SIG, de la SEMDAGLO. Alors des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Donc c'est un peu compliqué. Et puis la gamelle, donc ça peut être rapide, donc les gens y payent. Ou il y a aussi des aides par les CCAS. Voilà. Alors voilà les manques. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses, mais c'est ce qu'on disait ce soir, les actions de prévention pour justement retarder les dépendances. C'est dommage d'attendre que la personne elle tombe, qu'elle soit à l'hôpital, qu'elle soit dégradée pour pouvoir enclencher tous ces dossiers, ces aides. Le soutien aux familles, parce que c'est vrai, l'aide aux aidants, on n'y pense pas beaucoup. Quand ils arrivent à l'épuisement, quand tout le monde s'en va, parce qu'en fait, elle a épuisé la voisine, la cousine, après, quand il n'y a plus personne, on la place en maison de retraite. Donc c'est vrai que c'est bien. Le CCAS fait du soutien de famille aussi, avec une psychologue. Voilà.
Et aussi l'amélioration, voilà, on en a parlé beaucoup aussi dans les groupes de travail, sortie d'hospitalisation pour éviter qu'ils soient réhospitalisés. Parce qu'en fait, une mauvaise sortie, ben, après, ben, ils se retrouvent tout seuls, les choses ne sont pas mises en place. Et puis, ben, après, il est réhospitalisé parce que ben, il se dégrade et que ça n'a pas été satisfaisant. Et on s'est rendu compte que l'hospitalisation, en fait, c'était le point de rupture de l'épuisement. Souvent, la famille, ouais. Ils arrivent à l'hôpital et en fait, c'était déjà à domicile, c'était déjà limite. Cocotte minute et en fait, et à l'hôpital, il y a justement un petit côté maladie qui fait que le médecin l'hospitalise et après on découvre en fait que ça n'allait déjà pas et que ça s'est dégradé et à l'hôpital malheureusement on peut pas gérer toutes les situations de crise. Les personnes restent à l'hôpital des mois.